Merci Agnès, tu as parlé d'esprit critique. Alors, l'esprit critique, maintenant c'est vous. Donc, qui est-ce qui a des questions, des commentaires à faire par rapport à ce que vous avez entendu depuis ce matin? Nous avons à peu près 20 minutes avant le déjeuner, donc profitons-en. La première est toujours la plus difficile, comme on dit, mais je crois que ça y est. Ça y est, la première au fond. Attendez le micro parce que c'est enregistré pour qu'on puisse après faire des comptes rendus aussi exhaustifs que possible. Alors, vous nommez, vous nous dites qui vous êtes. Donc, je suis professeure des écoles stagiaires à Paris. Et je suis assez intéressée par le sujet de la laïcité parce que c'est très important. Mais je sais que dans mon cursus, d'ici la fin de l'année, à aucun moment, je ne vais être formée à l'enseignement de cette laïcité. Donc, c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce que du coup, je vais chercher l'information là où elle se trouve. Mais c'est assez embêtant quand même de se dire qu'elle ne se trouve pas à l'ESP là où elle devrait être, en fait. Voilà. Je voulais juste dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres? Oui, voilà, on a Charles là-bas au fond. On demande un micro au fond là-bas. On m'entend? Ça marche. Et il faut parler dedans, c'est tout. Oui. Charles Aramburu, Union des familles laïques. J'ai été surpris par deux propos. L'idée que le voile ne serait pas un signe d'appartenance religieuse parce qu'on peut être musulman et ne pas le porter. Oui, j'apprécie la plaisanterie, sauf que devant n'importe quelle juridiction française ou internationale, ça ne tient pas 2 minutes, puisque clairement, et je rappelle que y compris la burqa, dont on avait pris soin en France de la démarquer de toute référence à la laïcité, quand on a fait la loi du 11 octobre 2010, y compris la burqa est considérée par le juge européen comme un signe religieux. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, et c'est à la lumière de cette conception qu'a été examinée en juillet 2014 la fameuse loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi là-dessus. L'idée est que la laïcité n'a pas à se faire l'arbitre des religions ni des pratiques religieuses. Il suffit, c'est un principe déclaratif, il suffit que quelqu'un se revendique d'une religion pour que immédiatement lui soit accordé par le juge l'ensemble des droits afférents. La deuxième remarque que je ferai, ça c'était une question d'épistémologie, puisqu'on a parlé d'épistémologie. Les valeurs sont universelles. Je fais partie de ceux qui considèrent que justement non. Les principes peuvent l'être, les valeurs ne le sont pas. Est-ce que le respect de la vie est une valeur universelle? Selon que vous vous prononcez sur l'IVG ou sur la fin de vie, vous vous apercevez que des gens qui se réclament également de la valeur du respect de la vie en ont des conceptions très différentes. Est-ce que la valeur de l'honneur ou du courage est universelle, sachant qu'elle est invoquée pour les crimes sexistes dans un certain nombre de traditions culturelles? Donc quand on a parlé des valeurs, il faut aussi parler de leur hiérarchie. Et j'ai tendance à penser, mais peut-être faut-il creuser, que les principes sont préférables aux valeurs, et c'est un débat qui a été posé il y a quand même fort longtemps par un dénommé Emmanuel, non, pas celui-là, Kant. Précisément, quel est le fondement que l'on va invoquer? Moi, j'en ai pas trouvé de mieux, mais je suis peut-être archaïque. C'est tout être doué de raison, dit-il,
c'est la raison, c'est la construction du principe. Tandis que la valeur, on la reçoit, elle est subjective, elle est ethnocentrée. Qu'en pensez-vous? Micro là devant. Ici, s'il vous plaît. Micro devant. S'il vous plaît, ici, là, devant. Ah, ben, allez-y, puis après. Allez-y. Allez-y, madame. Le temps que le micro arrive, allez-y. Vous avez souligné plusieurs fois les difficultés que rencontrent les enseignants avec des divergences face aux familles. Pourtant, on ne parle pas, et je trouve que c'est un manque, d'une formation continue de la population à la citoyenneté. On a eu le tort pendant des années de trouver que c'était évident, que c'était acquis, mais après tout, pourquoi pas le relancer? Alors, j'ai entendu parler récemment d'une idée de service militaire de courte durée ou de service civique, mais pourquoi ne s'occuper que des jeunes? Moi, il me semble qu'il y a un gros travail à faire sur tout le monde. Alors, je vois tout de suite apparaître « Ah oui, mais alors vous voulez enseigner aux immigrés ?» Non, moi, je pense que c'est vraiment tout le monde. Et que par un procédé ou par un autre, on devrait faire de la formation continue. Mais, sauf qu'évidemment, ça coûte cher, mais ça pourrait peut-être être un usage de la réserve citoyenne. Il y a une idée là que je ne vois traiter nulle part et qui me paraît être intéressante à travailler. Oui, merci. Donc, la dernière, et puis on va... non. Oula, ça... Bonjour, je me présente, Fouzi. Non, il faut le mettre sur le menton. Micro. Comme ça? Oui, c'est bon? Oui. Voilà, je suis... donc j'ai été enseignant pendant plus de 20 ans à Oran, donc à l'université d'Oran. Et ensuite, j'ai enseigné ici à l'université de Cergy-Pontoise. Je suis physicien de formation. Je suis absolument scandalisé par ce propos que je viens d'entendre, à savoir que le voile est une tenue religieuse. Vous savez, quand je pense que vous connaissez un peu l'Algérie, et chez nous en Algérie, donc, de façon extrêmement précise, avant la mainmise des islamistes en Iran, donc c'était en 79, le voile chez nous, d'abord, il s'appelle le haïk, c'est le haïk. Et le haïk, c'est véritablement une tradition. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se décline selon les régions. À telle enseigne qu'en Algérie, par exemple, on peut, à la vue d'une femme, aux apparences d'une femme, on peut dire qu'elle est de Tlemcen, elle est de Constantine, elle est d'Alger. Le haïk était véritablement était le produit du terroir. Et donc, il était multiple et pluriel. Or, aujourd'hui que l'on aille à Bamako, que l'on aille aux Philippines, ou qu'on vive comme je le vis aujourd'hui à Saint-Denis, ce qu'on appelle voile, c'est exactement, c'est une tenue, c'est un uniforme, et c'est la bannière d'une idéologie meurtrière qui s'appelle l'islamisme politique. Donc on ne confond pas, qu'on ne confonde pas. Le voile n'a rien à voir avec la religion. Je suis vraiment scandalisé qu'on en arrive à ce qu'on nous assigne toujours. Alors, avant, on nous assignait à des musulmans, et maintenant, on nous assigne à des islamistes. C'est-à-dire que ça va de mal en pis. Alors, autre chose que je voulais un peu dire, c'est que moi, je viens d'un État qui n'est pas laïque. Et donc, justement, avant que cet islamisme ne vienne mettre le feu à toute la planète,
on avait donc un enseignement qui se tenait plus ou moins bien en Algérie, jusqu'au moment où l'islamisme donc est entré par effraction dans les écoles, dans les lycées, etc. Si bien que le petit cours de religion est devenu une tribune politique au fils, que des cours de mathématiques, de sciences exactes se sont transformés carrément en cours de politique islamiste, etc. Donc, je m'excuse, l'intervention de ce monsieur qui est intervenu m'a complètement bouleversé et j'aurais aimé parler d'autre chose, mais je m'arrête là. Merci. Alors, écoutez, vu l'heure, on va prendre, il y a trois interventions, mais très courtes, 2 au 3e rang, vous, madame, et puis on va vraiment arrêter parce qu'après, on n'aura pas le temps. Allez, tout l'après-midi pour débattre. Allez-y, madame. Oui, bonjour, Nicole Raffin, je suis membre de Regard de Femmes et aussi du comité Laïcité République. Voilà, je voudrais d'abord remercier toutes les intervenantes qui m'ont appris beaucoup de choses, c'était vraiment très important, mais je voudrais m'adresser à Madame Agnès Perrin pour reprendre ce qu'elle a dit sur l'enseignement moral et laïque et la différence entre entre ce qui était prévu en 2011 et ce qui a été fait après, en 2013, sous le gouvernement socialiste. Et cela me fait faire un constat, c'est que les ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés sous Hollande étaient d'abord Peillon, après Hamon. Et ce qu'on a pu voir, et après Najat Vallaud-Belkacem, et ce qu'on a pu voir, c'est lors des primaires du Parti socialiste, eh bien, on a pu voir que ces candidats, donc Peillon et Hamon, n'étaient pas laïques, et Peillon disait que la laïcité était une religion, Hamon disait que dans les quartiers, que des cafés ouvriers, c'était pas plus grave que de ne pas avoir de femmes dans des quartiers, dans certains cafés, et donc et Najat Vallaud-Belkacem, et à propos de la circulaire Châtel, ils se sont empressés, et Peillon et Hamon et Najat Vallaud-Belkacem, la circulaire sur les parents accompagnateurs des sorties scolaires, moi j'étais enseignante, j'étais directrice d'école, qui nous arrangeait, qui était bien pour régler le problème des parents, des signes religieux, pour accompagner des sorties qui relèvent de l'éducation nationale, donc qui devraient être couverts par la loi de neutralité, de la loi de 2004 des enseignants et des accompagnateurs, eh bien, ils l'ont mise à mal. Et voilà, donc c'était un constat. Et je me dis que c'est la droite qui a fait voter la loi de 2004, la loi de 2011, et qui a fait cet enseignement laïque, et j'en suis fort mari. Voilà. Donnez le micro à madame, là, à côté de vous. Bonjour, moi je suis Nati Menot, je suis élue dans la ville de Bagnolet. Et par ailleurs, je travaille dans le cinéma. Mais donc pour ce qui est de ce que vous appelez le voile, c'est-à-dire que traditionnellement, puisque je suis aussi dans le costume, traditionnellement, de toute façon, à travers, même en Europe, les femmes portaient un foulard, mais il était découvert là. Mais effectivement, c'est un problème de sémantique. C'est-à-dire que c'est un problème de sémantique. Le foulard dont monsieur parlait n'a rien à voir avec le foulard dont vous parlez. Sinon, je voulais juste dire une chose par rapport à la charte de la laïcité, pour avoir vécu quelques problèmes en ce sens sur la ville sur laquelle je suis élue. J'ai une réputation d'hyper laïque pour certains ou de beaucoup trop laïque pour d'autres. Enfin bon, voilà. Jean-Pierre en sait quelque chose. Et j'ai été contactée par... au départ, c'est la directrice de l'école pour laquelle je suis au conseil d'école qui m'en a parlé. Et je lui ai dit, écoutez, dans ces cas-là, je vous propose de convier les parents qui ont refusé de signer la charte, et nous allons en discuter. Et donc, certains ont accepté de venir, d'autres non. Et
je leur ai expliqué ce que moi-même j'avais pu comprendre de la charte et telle que moi je l'aperçois. Je ne prétends pas avoir eu raison. Et ils ont tous accepté de la signer après. Donc je pense que le problème, c'est qu'ils ont une idée reçue. Les politiques en sont largement responsables sur ce qu'est cette charte par rapport à ce qu'elle contient. Et je pense que, effectivement, sans dire que nécessairement tous les adultes, enfin, j'irai pas jusque-là, mais tout se discute de toute façon. Je pense que de toute façon, beaucoup de parents, surtout en Seine-Saint-Denis, en tout cas, sont des parents qui n'ont pas vécu l'enseignement français, donc qui ont une perception en plus quand ils ont été naturalisés. Pour beaucoup, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup raconté. Il suffit de voir ce qui se passe lors des cérémonies de naturalisation. J'avoue que les bras m'en sont tombés. Donc voilà, je pense que vraiment, il faudrait convier ces parents pour leur expliquer ce que c'est que l'enseignement laïque. Aussi qu'ils ne les retirent pas des cours d'études qu'il peut y avoir dans les écoles, pour les mettre à la place dans les associations, comme nous avons chez nous l'AMB, Association musulmane de Bagnolet, qui bien évidemment forme, enfin, sous couvert de soutien scolaire, en réalité, les forme à autre chose. Voilà. Merci. La dernière madame, et puis après, on va passer aux réponses. Bonjour, je m'appelle Chantal Crémisi, je suis directeur de recherche. Bonjour, de nouveau, je m'appelle Chantal Crémisi, je suis directeur de recherche à l'INSERM en biologie. Je vous remercie beaucoup de vos interventions que j'ai beaucoup appréciées. J'ai entendu qu'il fallait apprendre à penser par soi-même, par Madame Nadia Gress. Et vous, Madame Pretzel, vous avez conclu qu'il fallait un humanisme du divers. Donc je me demande s'il ne faut pas commencer dès la maternelle par un enseignement de philosophie tel que vous l'avez décrit, Madame Gertz. Bien sûr, il ne s'agit pas de donner des cours, mais apprendre à poser des questions et à penser par soi-même. Et je voulais vous demander, en Belgique, à partir de quel âge y a-t-il ce genre d'enseignement ? Merci. Donc, on va passer, si vous voulez, aux réponses, en commençant par Agnès Perrin, puis on terminera par Nadia. Je vous propose qu'on n'engage pas le débat sur le voile. Pour ceux qui sont intéressés, je vous signale que nous avons fait, il y a 2 ans, me semble-t-il, un colloque ici même sur la situation, justement, dans les pays du pourtour de la Méditerranée sur ces questions-là. Et je vous renvoie au site de EGAL, où vous aurez tout le contenu de ce colloque qui est également très, très intéressant. Donc voilà, Agnès. Alors je vais tout d'abord répondre à la stagiaire qui a dit qu'à l'ESP de Paris, il n'y avait pas de formation des stagiaires à la laïcité. C'est illégal, puisque le texte de loi dit que... je vais juste replacer le cadre. Les universités sont effectivement autonomes, mais la formation des enseignants, dans la mesure où les enseignants sont des fonctionnaires stagiaires de la République, est encadrée par un texte cadre qui dit très clairement que dans le tronc commun, il doit y avoir une formation à la laïcité et aux valeurs de la République. Vous allez me dire que je botte en touche, je ne peux pas vous répondre autre chose. Je vois Alain Mougnotte, qui est responsable des référents laïcité des SP, qui est aussi indigné que moi. Moi, je vais faire remonter à Alain Mougnotte qui va faire remonter. Voilà, hein, c'est très bien qu'on entende ça ici parce que c'est inadmissible. Alors après, vous savez comme moi ce qui est le cadre de la formation et du peu de temps dont on dispose. Mais par exemple, chez nous à Montpellier, pour les professeurs des écoles, dans le tronc commun, il y a 4 heures dédiées exclusivement à la laïcité. Il y a une demi-journée où on met ensemble tous les enseignants stagiaires et où on travaille sur la laïcité. Et il y a des conférences, des colloques qui sont organisés. Il y en avait un vendredi dernier où les stagiaires sont évidemment cordialement invités. Voilà, je crois que c'est un scandale absolu. Parce que le texte n'est pas respecté. Je sais que ce n'est pas la seule SP. Enfin, a priori, je ne sais pas, Alain, peut-être tu pourras répondre à un moment, je ne sais pas. Voilà. Enfin, en tout cas, ce n'est pas normal. C'est tout ce que je peux dire. En sachant, bien sûr, que c'est très variable
d'un cadre à l'autre. Hein. Ensuite, sur la question des ministres qui se sont succédés, vous avez entendu que je n'ai pas prononcé le nom d'un seul ministre. Parce que ce qui m'intéresse, les ministres passent et nous, on reste dans l'éducation nationale. Et Dieu sait que dans l'éducation nationale, on les voit passer, les ministres, et on les voit, les réformes. Hein, parce que depuis 30 ans, j'ai dû en vivre, je ne sais pas, une tous les 4 ans à peu près. C'est-à-dire à chaque changement de ministre. Alors, Vincent Payon, effectivement, avait une conception très liée à Buisson, mais je crois à un Buisson mal lu, parce que je l'ai relu depuis, laïque, d'une morale laïque. Hein. Ça lui a coûté peut-être son ministère, parce qu'il a quand même été très contesté sur cette question. Après, ses propos comme candidat, ils lui appartiennent. On sait aussi que les candidats sont parfois capables de parier vaut bien une messe. Hein. Voilà. Pour Benoît Hamon, je ne peux pas oublier qu'il est le fossoyeur des... Excusez-moi, le mot est fort, mais il est le fossoyeur des ABCD de l'égalité. Et j'ai entendu, vendredi dernier, dans notre colloque, une enseignante qui avait, Nadia était là, elle pourra en témoigner, qui avait du mal à parler tellement elle était émue et affectée, qui a dit les ABCD de l'égalité, parce que Montpellier a été la première commune touchée, c'était la plus engagée dans les ABCD de l'égalité, enfin l'Académie de Montpellier. Elle nous a dit on n'a rien vu venir, rien du tout. On a vu d'un seul coup des parents arriver avec des SMS scandaleux. On n'est pas arrivé à préparer. On n'a pas su résister. C'était son mot. Elle a dit, il faut nous apprendre, en travaillant la laïcité, il faut nous apprendre à résister. Je trouve que ça traduit bien. Et puis, le texte 2015, il a été publié sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem. Je vais juste dire ce que je pense, mais ça m'engage que moi. C'est la première femme à l'éducation nationale. C'est la première femme qui a un ministère aussi longtemps, aussi important, me semble-t-il. Et elle a fait un sacré boulot dans un contexte sacrément difficile. Tout n'est pas parfait. Elle a composé avec le politique. C'est comme ça qu'elle a duré. Mais personnellement, je trouve qu'elle a été une ministre qui n'a pas démérité. Ça n'engage que moi, évidemment, ça n'engage pas l'association. Bon, Martine Pretzeil, à vous. Sur la laïcité, ce que monsieur de la salle a dit, je ne me reconnais pas, je ne pense pas avoir dit, je me suis mal exprimé ou il a mal compris, donc on laisse passer. Sur la question des valeurs, je reviens et je vous invite à... Moi, je me suis appuyée sur Ricoeur, c'est quand même pas catastrophique comme référence. Et effectivement, les valeurs, par définition, sont universelles. Mais, effectivement, elles évoluent aussi dans le temps et dans l'espace. Et c'est exact, c'est-à-dire qu'elles sont à l'épreuve du terrain, à l'épreuve de la vie, etc. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus dans le monde actuel, il y a des comités nationaux d'éthique. Parce qu'on a de plus en plus de problèmes éthiques. Et l'éthique, c'est l'interrogation justement sur les valeurs, etc. etc. L'éthique ne fait que des recommandations. Hein. Il n'y a absolument aucun oukase, etc., etc. L'éthique est réflexive. Les morales sont des morales, effectivement, d'action, hein, si vous voulez, de recommandations, etc. Tu fais ci, tu fais ça, etc., etc. Donc, dire que les morales sont universelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont rigides, fixées à tout jamais, etc. Elles évoluent effectivement et c'est tout un travail, hein, effectivement, de réflexion et un travail collectif de réflexion. Pour revenir sur la formation de la population, je crois que, madame, vous avez fait une proposition intéressante. Moi, en tant que DDEN, délégué départemental de l'éducation nationale, où notre rôle consiste à être simplement bénévole, et je m'interroge sur l'efficacité de notre position, et justement avec le groupe, moi je suis dans le 15e, mais peu importe, on essaye de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et on essaye d'aller dans ce sens-là. Comment contacter les familles pour leur parler de la charte de la laïcité, etc. Comment avoir un rôle, puisque notre rôle n'est pas pédagogique, on s'occupe
de tout, sauf de pédagogie, et ce qui est tout à fait normal, etc. Mais à ce moment-là, à quoi on peut servir? Et on essaye notamment de travailler sur la laïcité et d'essayer de travailler avec les parents, les familles, puisque c'est notre premier public. Mais votre idée peut être prise sur une autre forme. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres remarques à faire. Merci. Nadia Gertz. Oui, alors quelques petites choses. D'abord, pour répondre à la dame qui me posait la question de savoir à partir de quel âge on enseignait ou on prévoyait en tout cas des activités philosophiques avec les enfants. Donc c'est systématisé, je l'ai dit, à partir de l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire à partir de 6 ans, où tous les enfants sont obligatoirement inscrits dans un cours de morale et donc ont la chance de faire de la démarche philosophique ou un cours de religion, évidemment. Maintenant, dès l'enseignement maternel, il y a des enseignants qui prennent l'initiative d'instituer des ateliers de philosophie avec les enfants, mais ça, c'est vraiment une démarche individuelle qui est ou pas menée. Alors, deux petites choses que j'ai envie de dire aussi par rapport à ce que j'ai entendu rapidement. Concernant les valeurs, moi je suis vraiment très interpellée par ce que j'entends, parce que pour moi, et dans la ligne de ce que nous faisons en Belgique, une valeur, ça n'est rien d'autre que ce qui vaut pour moi, ce que j'ai jugé préférable et qui donc oriente mon action. Et donc c'est strictement individuel. Et une valeur n'est d'ailleurs pas nécessairement quelque chose de noble. Pour prendre un exemple, l'argent peut être une valeur pour beaucoup de gens. La pureté ethnique peut être une valeur. Alors c'est odieux évidemment, mais si ça vaut pour la personne et que ça oriente son action, ça en fait une valeur pour elle. Et tout le travail au sein d'un cours de morale par exemple consiste à clarifier les valeurs individuelles de chacun. Ça se fait par des exercices, par des dispositifs où on demande à des enfants par exemple de résoudre des dilemmes moraux. Non, ben voilà, entre la liberté et la sécurité, qu'est-ce que je choisis? Entre la fidélité à ma famille et l'amour pour mon petit ami, qu'est-ce que je choisis? Ce sont des dilemmes de valeurs. Et le but, je dirais aussi, c'est de viser à une hiérarchisation des valeurs pour soi, mais aussi à comprendre qu'il y a des valeurs qui sont préférables à d'autres dans le cadre de la citoyenneté, évidemment. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, chacun a ses valeurs, mais quand il s'agit de vivre ensemble, il y a évidemment des valeurs qui ont fait la preuve, j'ai envie de dire qu'elles fonctionnaient mieux pour vivre ensemble de manière pacifiée que d'autres. Voilà. Alors, dernière petite chose, et je ne vais pas me lancer dans une diatribe contre le voile, simplement un petit élément de réflexion. J'ai l'impression qu'on est entré dans un faux débat. Parce qu'il n'y a pas d'étanchéité, pour moi, entre le politique et le religieux. Je pense que nous savons tous ici que les religions ont toutes un versant politique. Et que si elles n'y prennent garde, ou si on y prend garde, elles ont une fâcheuse tendance à se politiser. Et le voile, pour moi, est la parfaite incarnation de la politisation du religieux. Mais essayer de déterminer son camp et de décider si c'est politique ou religieux, moi j'ai un peu l'impression qu'en filigrane, ce qui se cache derrière ce débat, c'est si c'est religieux, alors ça va, mais par contre, si c'est politique, ça va pas du tout. Mais non, même si ça n'était que religieux, c'est encore à l'État de décider souverainement de ce qui est acceptable ou pas, parce que c'est bien ça le principe fondateur de la laïcité, c'est la séparation du politique et du religieux. Et donc l'État décide librement, souverainement, si quelque chose qui est prétendument politique ou qui est avancé comme religieux est compatible avec le vivre ensemble, pour utiliser un terme un peu galvaudé, ou pas. Voilà, j'en terminerai là. Merci. Alors, François, je crois voulait dire 2 mots, puis après je repasse la main à Michel. Oui, voilà, juste quelques mots, puisque je crois que la définition, il faudra que nous retravaillons au sein d'Égal et dans les nombreuses publications, peut-être la définition de valeurs, de principes, voilà un joli sujet. Ma chère Martine, il va falloir s'y mettre. Si on en manquait, en voilà un nouveau. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je voulais vous remercier, la stagiaire aussi de l'ESP. C'est sûr qu'on ne dira pas qui vous êtes, parce que vous n'auriez peut-être pas... la réponse du directeur de l'ESP de Paris, parce que prendre pour argent comptant ce qui peut être rapporté... Lève-toi, puisque tu m'as coupé la parole. Montre qui tu es.
Merci, monsieur. Oui, je suis donc Alain Mougnotte, le directeur de l'ESP de l'Académie de Lyon et le responsable des référents laïcité auprès du réseau des ESP, la conférence des directeurs. Je souligne aussi ancien instituteur et membre des DDEN à Lyon. Voilà, un clin d'œil à Madame Pretzeil. Je viens donc d'envoyer un SMS à mon collègue de Paris parce que j'étais tellement surpris. Et voilà, il me dit, c'est archi faux, je peux t'envoyer le programme du tronc commun de formation. C'est même Abdenour Bidar qui a fait la conférence de rentrée dans le grand amphi de la Sorbonne. Voilà, donc il y a peut-être eu des loupés, mais de là à dire dans une assemblée telle que celle-ci qu'à l'ESP de Paris, il n'y a rien qui se fait, je ne peux pas laisser passer. Merci Françoise pour... Alors moi j'aurais été plus du côté de la stagiaire, donc tu as bien fait de parler avant. Puisque lorsque j'ai quand même fait la commission d'enquête et que nous avons fait connaissance à cette époque-là, et que j'ai tourné dans pas mal d'ESP, il y a, vous savez, c'est comme la météo, il y a le ressenti, et bon, donc je vais être un peu plus, c'est pas parce que je m'appelle Françoise Laborde et que donc c'est Catherine qui faisait la météo, mais comme ça, celle-là elle est faite, je me fais rire tout seul parce qu'il faut rire plusieurs fois par jour, vous le savez, donc je suis contente. Donc pour revenir plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a ce que l'on est censé faire passer aux étudiants dans les programmes et la façon de l'enseigner et donc du coup ce que prend le stagiaire. Voilà, comme ça je fais un peu mi-figue, mi-raisin. Et je pense qu'une conférence d'Abdenour, que l'on aime en général tous ici, est intéressante, mais peut-être que ça ne suffit pas à dire que c'est la substantifique moelle pour pouvoir enseigner ou voilà. Donc je mets un peu la place aux choses parce que c'est vrai que quand Agnès dit il faut apprendre aux enseignants à résister, par exemple, il faut sûrement un petit peu plus qu'une conférence d'Abdenour pour résister. Voilà. Donc je pense que là j'ai remis au niveau. Et c'est vrai aussi que c'est pas cette jeune femme qui peut arriver avec le texte de loi à l'ESP, parce que bon, elle est dans son examen, dans son concours, etc. Et peut-être qu'elle se ferait aussi mal voir. Il faut aussi appeler un chat un chat. Donc, mon cher collègue et ami, c'est à toi de vraiment surveiller ce qui se fait dans toutes les ESP pour que chacun y trouve la substantifique moelle. Donc c'était là-dessus que je voulais revenir, donc sur notre travail de définition. Et un dernier point que je m'étais noté, oui quand même, entre valeur individuelle, valeur universelle ou pas valeur principe, moi j'ai peur qu'on développe aussi, si on ne met pas les choses vraiment clairement dans les cases, parce qu'il faut qu'on arrive à y mettre des cases, c'est à développer donc une forme d'individualisme ou de communautarisme, et ce qui n'est pas pour moi la base, je ne plairai ni principe ni valeur, pour devenir un citoyen, pour être quelqu'un qui appartient à notre République française. Donc nous sommes dans une démocratie, nous avons un certain nombre de choses qui ne seraient pas vues de la même façon dans une monarchie ou pire. Et donc je pense que là-dessus, il va falloir... voilà, j'ai dit monarchie, je sais, c'est pour ça que j'ai rajouté ou pire, parce que voilà, c'est encore cool chez vous, c'est encore cool, je fais exprès de dire cool, mais en Grande-Bretagne. Voilà, chacun retrouvera ses petits, mais voilà, je parlais aussi de pays où la démocratie est un mot qui a peut-être été là aussi barré du vocabulaire. Et donc il faut quand même qu'on fasse attention à ce que l'on apprend. Et moi, ce qui est important, et ce que j'ai vu lors de la commission d'enquête, je ne sais plus qui l'a dit, mais je crois que je l'avais dit un petit peu en introduction, c'est cette notion que l'enseignant ne sait pas, parce qu'on ne lui a pas dit, parce que, enfin bref, je ne veux pas savoir pourquoi, il appartient à un ministère régalien. Il est fonctionnaire de la République. Et s'il y a un certain nombre de choses qui sont des valeurs ou des principes ou voilà, ne lui conviennent pas, il ne faut pas qu'il fasse partie de ce ministère régalien. Je suis désolée, on n'est pas de l'éducation nationale si on n'a pas dans un petit coin de sa tête qu'on est
profs de l'éducation nationale, fonctionnaires d'État, etc. Alors c'est vrai que nous, la bande, parce qu'on est finalement assez nombreux, on a fait l'école normale. Alors on est les vieux de la vieille, mais quand même ça avait du bon, les vieux de la vieille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, juste un petit... Oui, juste... Ben je ne sais pas si je serais très drôle. Juste 2-3 petits mots pour clore cette matinée. Françoise a parlé de mettre des choses dans des cases. Et c'est vrai que quand on fait un programme d'un colloque, on ne fait peut-être pas des cases, mais on essaye d'encadrer le débat. Et là, la première table ronde s'intitule « Les moyens et méthodes de l'enseignement moral et civique à l'école ». Il est évident, et c'est une excellente chose, que tant à la tribune que dans la salle, nous avons largement débordé ce cadre. Mais c'était passionnant. Alors cet après-midi, nous aurons 2 autres tables rondes qui seront tout aussi théoriques, mais sans doute aussi un peu plus pratiques en ce qui concerne les expériences de terrain. Et je vous donne rendez-vous donc à 14h ici même.